Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de Resumord. Et cette fois-ci, j'ai un invité vraiment très spécial, je suppose que vous ne s'y attendez pas du tout. Il s'agit de Théo de Pony Magic Lab. Comment vas-tu ? Ça va, alors là, la vraie question c'est, est-ce qu'il s'y attendait pas du tout parce que je suis complètement mort au niveau de ma chaîne, ou parce que... ou pour d'autres raisons. Alors, je dirais dans la raison où t'es quand même quelqu'un de connu dans le fandom français. On préfère, ouais, donc ça c'est... Franchement, ils vont pas s'attendre à ça, mais c'est vrai que, voilà, tu n'es pas le plus actif, on va dire, en ce moment. Comme a dit voilà. Mario, hein, n'est-ce pas? Bref, donc voilà, pour ce deuxième numéro, je vais vous résumer à peu près ce qui va se passer. Ça va être complètement différent du premier. Il faut savoir que là, on va se focaliser sur la première partie de la saison 9, c'est-à-dire de l'épisode 3 à l'épisode 13. Sur le premier numéro, j'ai parlé avec Red Diamond sur la première de la saison. Là, on va parler de la première partie jusqu'à l'épisode 13. Et on va parler juste après avoir dit ce qu'on pensait de tous ces épisodes. On va se parler de ce qui s'est passé dans la communauté, au niveau des leaks, etc. Et puis à la fin, on va tout simplement dire nos attentes et prédictions pour la deuxième partie de la saison 9, qui est, je vous rappelle quand même, la dernière. Hein. C'est quand même triste de se dire ça, n'est-ce pas? C'est tellement triste. Bon, bah, c'est... Alors, au bout d'un moment, je pense qu'ils ont fait le tour de tout ce qu'ils avaient à dire et qu'ils pouvaient dire avec le format de My Little Pony, donc c'est pas plus mal qu'ils... Oui, c'est pas plus mal qu'ils continuent pas, parce que si ça devient comme les Simpsons ou d'autres séries américaines qui sont à je ne sais combien de saisons, on préfère qu'il y ait une bonne fin qu'une continuité qui se perd. Voilà. Ok, donc on va partir sur nos critiques et notations de chaque épisode. Et on va commencer directement par l'épisode 13, Uprooted. Je te laisse. C'est l'épisode 3, ça. Ouais, l'épisode 3, Uprooted. Non, épisode 3, voilà. On commence par le début. Hein. Là, je me suis dit, attends, il me fait un piège, on le fait dans l'ordre inverse, c'est ça Non, ce n'est pas une blague ou un prank. Hein. T'inquiète, on va le faire normalement, dans l'ordre. En fait, il y a une caméra cachée quelque part. Bon. Non, t'inquiète, il n'y a pas de piège dans cette émission. Je te laisse la parole et commencer. Donc Uprooted, pour le résumer globalement, l'idée c'est que les Young Six, donc les 6 élèves, qui sont au centre de tout ce qui arrive au niveau de l'école de Twilight, ont pour tâche, donc reçoivent la mission par Twilight, de construire un mémorial pour l'arbre d'harmonie qui a été détruit dans les 2 épisodes précédents. Oui, et ce qui est bien, c'est que ça suit directement l'épisode premier, en fait, tout simplement. Le fait que son bras a détruit l'arbre et les éléments d'harmonie, c'est vrai que c'est une continuité vraiment directe. Il n'y a aucun doute. Voilà. Globalement, là, pour résumer ce qui se passe, c'est à peu près ce que j'ai à dire. C'est le gros problème de cet épisode pour moi, c'est la meilleure solution. Ce serait de faire un truc commun, puisque l'arbre d'harmonie, l'amitié, tout ça, c'est un peu le centre de la série depuis 9 ans maintenant. C'est dans la trame principale. Finalement, ils décident de faire quelque chose qui est complètement différent, c'est-à-dire de partir chacun de leur côté. Ouais. D'ailleurs, sachant très bien que ça va pas marcher, hein, parce que... Oui, c'est vrai que c'est assez prédictible, le scénario. Non, mais c'est pas autant où nous, on sait que ça va pas marcher, parce que ça, autant, c'est... Bon, tant pis. C'est surtout que même les personnages savent que ça va pas marcher. Ouais. Dans le sens où... Enfin, moi, il y a une phrase que j'ai notée, c'est Yona qui va plus ou moins dire venez, on est intelligents, on fait pas chacun notre truc, on fait un truc tous ensemble qui nous plaît tous. Exactement. Et tous les autres le regardent et font Nyeh. Non. Non, mais voilà, c'est un Nyeh dans le texte, c'est Nyeh. Ouais, oui, qu'est-ce que tu veux ? What ? D'accord, très bien. Bon, soyez bêtes, hein, et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, surtout que après, il y aurait un épisode à faire en plus sur le fait qu'ils travaillent ensemble, et c'est pas obligé que ça marche parce qu'on a quand même des personnages qui ont des caractères très différents. Ça aurait pu marcher, il aurait pu y avoir un épisode sur le fait qu'ils ont du mal à se mettre d'accord. Je sais pas à quel point c'est facile à faire, hein, parce que je suis pas expert en matière. Effectivement, c'est pas le plus simple d'écrire des scénarios sur tes nouveaux personnages, faut leur faire bonne impression et
donner des défauts dans leur personnage, etc. C'est pas forcément le plus simple. Alors, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux quand même dans cet épisode. Pardon, mais pour moi, les Young Six, c'est pas exactement des nouveaux personnages. On a quand même eu une saison entière c'est vrai. Pour les connaître. On va dire qu'ils sont quand plutôt même récents. été développés. Ils ont chacun des traits de personnalité et, à mon avis, ils ont chacun des traits de personnalité qui ont déjà été montrés, qui peuvent rentrer en conflit. Ce que je veux dire, c'est que tu peux faire un bon épisode sur le fait qu'ils essayent de se mettre ensemble et ils y arrivent pas. Plutôt que de se dire, ouais, non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que si on est intelligent, l'épisode il dure 5 minutes, du coup, tant pis, on est con. Donc on fait un format de 20 minutes, mais on va se perdre, voilà, et puis... Voilà, ça... là, pour le coup, ils sont passés à côté de ce qu'ils pouvaient faire. Ouais. Mais surtout après, bon, ils décident de mettre en commun éventuellement, hein, parce que de toute façon, c'est là où ça allait arriver. Et puis là, bon, ce qu'il y a, c'est que du coup, ça marche pas très bien, hein, juste avec leur travail à eux, ça fonctionne pas bien. Et du coup là, l'arbre d'harmonie il a fait bon, il reste 2 minutes à l'épisode, allez magie, et puis... Hop, magie, acheter nos jouets, c'est nos jouets. Bon, voilà, c'est pas... Ouais, c'est pas la... Enfin, comment dire, bon, ça reste quand même assez épique et touchant, ça, y a pas de problème avec ça. C'est juste que ça se voit en fait, que bon, c'est un peu marketing, un peu le truc, ça arrive de nulle part, ok, on s'attendait pas à ça, mais ok, pourquoi pas. C'est arrivé d'un seul coup. Sur ce thème, c'est pas du... En fait, pour moi, sur ce thème, ils ont pas du tout pris l'attaque qu'ils auraient dû prendre. Voilà. L'idée de venir en intelligent, ça non. Alors, autant tu sais, juste la blague comme ça, c'est drôle, ok. Ouais. Mais le problème, c'est tout l'épisode qu'il y a derrière. Ouais. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, dessus? J'ai noté d'autres choses. Donc, sur ce qui s'est passé au niveau du début de l'épisode, juste avant le générique du début, ça a été un peu confus dès le premier visionnage. Je sais pas si tu te rappelles, mais ils étaient dans un rêve, les 6 élèves au début, et on a retrouvé leur cauchemar. Qui s'est passé, qu'on a retrouvé qu'on revient depuis la saison 8 à l'épisode 22, What Lies Beneath. On retrouve leur même cauchemar, et puis en fait ils sont dans un rêve commun en fait, et ce qui me porte à la confusion, c'est, je me demande, est-ce que l'arbre de l'harmonie peut faire la même chose que Luna? Parce que Luna, elle peut rentrer dans les rêves des gens, créer des rêves en commun, comme on a vu avec les CMC, etc. Et là, on voit que l'arbre fait exactement la même chose. Ils ont réuni les 6 élèves dans un même rêve pour leur dire que l'arbre avait besoin d'aide, tout simplement. Donc, premier visionnage porte à confusion, et puis il y a des théories. Ma théorie, c'est que peut-être que Luna est dans le coup, ou peut-être pas. Ça reste quand même assez flou, je pense. J'aurais un peu de mal à y croire parce qu'il me semble de mémoire, l'arbre d'harmonie a été créé par les 6 éléments du passé, je sais pas si tu vois. Oui. Qui je parle, c'est Star Swirl, Middlebrook, et je les ai pas tous en tête, donc voilà. Donc pour moi, ce qu'il y a, c'est que c'est des... Voilà, c'est ça, oui, je comprends que... Il dépend d'autres choses, ça dépend d'autres choses que Luna, donc pour moi, la magie de l'arbre d'harmonie n'a pas à voir avec Luna. Oui. C'est juste une théorie comme ça, je pense qu'elle n'est pas forcément la plus concrète, hein. C'est juste le fait que ça ressemble, et que en fait l'arbre a été complètement déraciné, donc bon, on peut se supposer, mais bon, ça reste une théorie vague, bref. Donc moi j'ai trouvé que dans l'ensemble l'épisode était un peu lent, voilà, on a l'impression que le scénario, ils ont essayé de combler, surtout avec l'espace, enfin le moment du montage où les 6 élèves cherchent à signer leurs papiers avec leurs parents pour les autoriser à sortir, tout simplement. Ça c'est plutôt long comme scène, et puis on a quand même une chanson dans cet épisode. On a une chanson qui est plutôt pas mal en fait, mais je suis pas le plus fan, et on a eu d'autres chansons après qui sont beaucoup meilleures. On va passer directement à un épisode complètement sur un autre level, hein. Okay. Sparkle 7, l'épisode 200 de la série. Je te laisse ouvrir le bal pour cet épisode assez méta. Sparkle 7, alors moi un truc que j'ai appris juste
en faisant mes notes, en fait, je fais quelques recherches sur les épisodes, c'est que c'est plus ou moins un épisode qui a été fait par les actrices des Main 6, bon, des Main 7 même avec Spike. Ouais, c'est-à-dire que ceux qui ont écrit le scénario, eh bien, ils ont repris les idées du casting qui font les voix du Main 6, ainsi qu'une doubleuse qui fait Spike. Tout simplement. C'est ça. Et du coup, bon, ça explique en soi pourquoi l'épisode part un peu dans tous les sens. Parce qu'il y a plusieurs idées qu'ils ont mis ensemble. Ouais, il se passe beaucoup de choses. C'est assez dynamique. Mais pour le coup, ouais, c'était. Moi, c'est un épisode qui avait pas d'autre ambition qu'être fun. Et pour moi, c'est très bien réussi. L'épisode est très fun. Ça, c'est sûr. Voilà. J'ai juste un point que j'ai besoin de soulever. Parce que c'est important. Oui. Donc, on rappelle un petit peu le scénario. Shining Armor met au défi Twilight et ses amis de récupérer une couronne. Une couronne et autour duquel il a construit un système de sécurité. Et donc voilà, tout l'épisode est construit sur les essais des différentes juments pour arriver jusqu'à cette couronne. Il y a quelque chose qui m'a un peu gêné. Alors ça a pas gêné l'épisode en quoi, hein. L'épisode reste très 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 agréable. Par contre, le dénouement, donc au dénouement, c'est Spike qui récupère la couronne grâce à Luna. Ouais. Et là on apprend que Luna avait dit aux autres attention aux menaces venant de l'intérieur, et que les autres ne l'ont pas écouté. Ouais. Alors, Shining Armor est quand même quelqu'un qui a déjà par le passé, en tant que capitaine des gardes, construit des périmètres de sécurité, typiquement autour de Canterlot. Il y a un moment dans la série où justement Shining Armor dresse une sécurité autour de Canterlot pour empêcher des intrus de rentrer. Ouais. Donc pour ceux qui ne voient pas à quoi je fais allusion, c'est l'épisode avec les changelins. C'est l'épisode du mariage avec les changelins. Ouais. Comment est-ce que cette sécurité est déjouée ? Parce que Chrysalis a pris l'apparence de Cadence. Donc ce qui veut dire que déjà la dernière fois qu'on a vu Shining Armor mettre une sécurité, elle a été déjouée à cause d'une menace venant de l'intérieur. Exactement, parce que Chrysalis s'est changée, elle a fait l'imposteur, quoi, tout simplement. Voilà. Et donc là, la seule qui a retenu, la seule des trois, donc Celestia, Luna, Shining Armor, la seule des trois qui a retenu la leçon de ce moment-là, c'est celle qui dormait à ce moment-là. J'adore. Donc oui. Voilà. Voilà, c'est le point de l'épisode qui m'a un peu fait grincer des dents. Après, je pense pas qu'ils pouvaient prévoir ça parce que dans le sens, je veux dire, il y a plus de changelin, donc bon, je suppose qu'il n'a pas forcément pensé à que, je sais pas, que Luna vienne aider Spike. Hein, je veux dire, personne pouvait prévoir ça, que ça soit nous les spectateurs ou les personnages. Donc c'était après c'est plus général, hein, quand on dit une menace qui vient de l'intérieur, ça peut être juste le poney qui fait le ménage. Et voilà, tout simplement. On rappelle aussi que Chrysalis est encore toujours en liberté là. Donc niveau menace changelin, ça va. Tu vois, on a quand même quelqu'un qui s'y connaît. Ouais. Donc là pour le coup, c'est pas. Ouais. Derrière moi, il a rien vu venir. Voilà. Là pour le coup, pas écouter Luna là-dessus, c'était quand même pas très très. C'est vrai que c'était pas très respectueux. Mais dans l'ensemble, moi j'ai beaucoup aimé l'épisode. Moi aussi. Moi ce que j'ai à dire, c'est que le scénario est vraiment complètement imprévisible, c'est-à-dire que tu peux pas prévoir toutes les choses que vont raconter les Main Six, toutes les idées complètement hors de ce qu'on pouvait imaginer, hein, carrément. Ils sont complètement sortis de leur personnage, et d'ailleurs c'est exactement les idées du casting, c'est-à-dire que ceux qui font les personnages, elles avaient envie qu'elles fassent par exemple Andrea Liebman qui voulait absolument que Pinkie Pie aille dans l'espace, que Fluttershy soit badass, etc. Tu vois, c'est des choses où elles ont voulu absolument que ça se passe, et ça s'est bien passé, et ça s'est fait tout simplement, et puis ça s'est fait sur franchement, rassembler toutes les idées complètement qui viennent de n'importe où, et d'essayer de faire un épisode qui soit vraiment cohérent. Je pense que c'était une mission vraiment pas facile pour ceux qui ont écrit l'épisode. Et ça a été vraiment bien réussi à mon sens. Ouais, ça je l'approuve totalement. Remarque par rapport, si on compare avec le 100e épisode de la saison, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est complètement différent et incomparable.
Et je suis satisfait que ça soit pas un autre slice of life. Parce que si on avait un slice of life 2.0, peut-être que ça aurait été trop. C'est-à-dire que voilà, ça serait vraiment genre le public qui suit pas trop la série, ben il serait complètement perdu, il comprendrait rien à ce qui se passe si on avait un slice of life 2.0. Ça ferait sortir un peu le public et la fanbase serait fou, mais ça aurait pas été nécessaire, je pense. Et ils ont très bien fait d'avoir cette idée de récompenser le casting qu'ils ont travaillé dans cette série depuis des années. J'ai beaucoup aimé, tu sais, la personnalité de Spike. On l'a beaucoup appris sur lui par rapport à comment il a vécu avec Twilight et Shania Gardner durant son enfance. Ouais. Parce qu'on revient depuis la saison 1 où on a vu comment Twilight elle a eu sa cutie mark. Et là on voit que Spike, on sait pas il sait pas en fait si il est traité comme un frère ou quelque chose comme ça. Et ça c'est vraiment super intéressant. Spike il est quelque part à mi-chemin entre l'esclave et l'animal de compagnie en fait. Ouais. En même temps, ça, tu vois, c'est assez bizarre et ouais, je trouve que c'est franchement on a quand même un truc, on a appris beaucoup de choses sur Spike alors que c'est même pas un épisode centré sur lui, donc je suis vraiment impressionné par ça. Et puis on a aussi, bon, je te dis tous les mèmes qui s'est passé dans la communauté par rapport à cet épisode. On a eu le retour du Pudding Face. Pudding. Rarity en mode leader. On a eu Applecore, Agent Fluttershy, Pinkie Pie qui veut aller dans l'espace. Le retour en noir et blanc qu'on retrouve depuis la saison 5, épisode 15, Rarity Investigates, avec le duo Rarity et Rainbow Dash. On retrouve le même de Rainbow Dash is Tracing in Style, le même de la G3. Je sais pas si tu vois. Ah, d'accord, oula, oui. Oui, ok, non, mais oui, je vois ce que c'est, mais mais de mémoire, je crois que j'y ai pensé en plus quand j'ai vu. Ouais, ça fait un coup quand même quand on a vu comment ça s'est tourné avec Zephyr Priest. Donc franchement, c'était vraiment un choc. Hein, voilà, on s'y attendait pas du tout. C'était très drôle. Ouais, très méta. Et puis on a eu bien sûr Luna Godfather, le fait que Luna derrière sur son trône sur son trône en caressant Loi là, c'était ça c'est mode la meilleure image de l'épisode. Exactement. Bon bref, cet épisode était complètement folle et on va retourner sur un épisode beaucoup plus reposé qui est l'épisode 5, The Point of No Return. Je te laisse la parole. Très bien. Là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire. C'est vrai que l'épisode, quand il pense, c'est un peu vide. Hein. Il y a pas non, mais à part, quoi. Pourquoi ? Vraiment, c'est vraiment c'est le seul truc que j'ai noté, c'est pourquoi. Pourquoi cet épisode ? Non, mais vraiment, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça ajoute. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça invente des choses sur Twilight, bon, machin, la bibliothèque, tout ça, des choses dont on pouvait douter, c'est pas un problème. Oui. Mais globalement, ça sort un titre à Twilight pour qu'elle le perde immédiatement. elle va voir la bibliothécaire qui est à la retraite. Oui. Et elle va dire, tu veux pas recommencer à travailler? C'est vrai que c'était un peu confus ce moment où en mode t'aimais bien ça, t'étais parfaite, pourquoi tu reviens pas? J'étais là, mais fous-lui la paix. Exactement. C'est ça qui est marrant. Bah en fait, le problème de l'épisode c'est que genre elle pensait, enfin en fait c'est à cause d'elle finalement que vu qu'il y a eu un livre qui était complètement en retard, qui est jamais revenu, donc du coup elle s'est fait virer par ça. Mais au final, à mon avis, elle s'est pas fait virer à cause de ça. Elle a dû péter un câble ou un truc comme ça. Voilà, c'est un des facteurs qui a fait que elle a abandonné son travail tout simplement, où elle a été complètement parfaite durant toute sa vie sur ce job-là. Et voilà, on a compris à la fin que ça l'a fait du bien de changer, voire découvrir d'autres choses que rester dans sa zone de confort et tenter des choses, même si elle fait des erreurs, au moins elle s'amuse, tu vois. Et ça, je trouve ça génial comme morale. Pour moi,
le début de l'épisode, enfin, toutes les actions de Twilight n'ont aucune raison d'être du début à la fin. Enfin, vraiment. C'est vrai que ça part dans tous les sens. C'est pas très. Il y a pas beaucoup de cohérence dans cet épisode et je tiens à remarquer que. En fait, on n'a pas l'impression que ça serait un épisode de 20 minutes, mais plutôt que ça pourrait se réduire à 10 minutes. C'est le même problème exactement que Uprooted dans l'épisode 3, c'est que là on a ressenti que ça aurait pu être raccourci l'épisode parce qu'on a quand même vu 2 séquences de montage à la suite dans un même épisode. Tu sais, les moments de montage où il n'y a pas de voix, c'est juste une compilation d'images où Twilight est en train de chercher comment ça s'appelle déjà Dusty Pages, un truc du genre. Oui, c'est ça, Dusty Pages. Ouais, exactement. Donc le scénario il convient pas à un format de 20 minutes. Le scénario convient pas tout court, hein. Je suis désolé. autant Uprooted, tu vois, il y avait des bonnes choses à faire, ils ont fait les mauvaises choses, autant là, il y avait rien à faire, et du coup c'est ce qu'ils ont fait, ils ont rien fait. Et bon. Puis ce que j'ai à rajouter encore, le seul truc que j'ai quand même bien aimé dans cet épisode, c'est que il y a quand même de bons passages d'humour qui fait que tu rigoles légèrement tous les 20 secondes. Je trouve ça bien. Et puis évidemment, faut pas qu'on oublie, on a quand même le retour de Moondancer. Ça fait longtemps. Et on a retrouvé aussi le restaurant Tasty Tweet, qui est un retour depuis l'épisode 12 de la saison 6, Spice Up Your Life, l'épisode où la map a appelé Rarity et Pinkie Pie. Et par contre, ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas vu, même en arrière-plan, Saffron Masala et Coriander Cumin, qui sont ceux qui s'occupent du restaurant. Pourquoi on les a pas vus, je ne sais pas, mais tu vois, toi, t'es dans le restaurant, mais on les a pas vus. Très bien. Pour le coup, moi je suis désolé, ça n'a pas sauvé l'épisode, quoi. Enfin... Et puis voilà, ils ont loupé le coche et ça a pas aidé, quoi. Donc c'était tout pour The Point of No Return. On va passer à l'épisode 6, Common Ground, qui est plutôt pas mal à mon humble avis. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Alors, pour le coup, j'ai pas grand chose à en dire. Non plus. Donc je vais plutôt te laisser commencer. Ouais, mais c'est pas j'ai pas grand chose à en dire et j'ai pas aimé, c'est plutôt j'ai pas grand chose à en dire tout court. D'accord. On a dans cet épisode déjà le retour de Quibblepets. Qu'est-ce que tu en penses de ce personnage ? Ah oui, pardon. Le problème c'est que je suis incapable de retenir son nom, donc... Quibblepets, ouais. Quibblepets, ouais, non, voilà, j'arrive pas à tenir son nom, donc du coup... C'est le mec qui double de Daring-Do. Mais oui, on parle de cet épisode, donc ça peut être que lui. C'est un développement intéressant du personnage, ça par contre, très clairement... Et c'est plutôt inattendu, vu qu'on l'a vu, je crois qu'une fois. Ouais, exactement. On l'a vu que dans l'épisode, donc c'était Strangers and Fan Fiction, mais ouais, exactement. Là, pour le coup, contrairement à l'épisode d'avant, il se pose des bonnes questions et il y a un problème intéressant. Là, parce que là, vraiment, c'est intéressant ce qu'il propose. Alors après, dans le déroulement, je me souviens pas avoir été vraiment passionné, mais le point de départ est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que on a découvert que Quibblepets a une famille au final. Donc je pense que Clear Sky elle a eu un papa avant qui a fait naître Wind Sprint, qui sont leurs enfants, qui est son enfant. Et du coup, voilà, hop, Lex, dégage. Quibblepets, t'es mon nouveau mec. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et du coup, dans cet épisode, on va voir comment Quibblepets va essayer de conquérir, d'avoir une bonne relation avec son nouvel enfant, tout simplement. Et franchement, le moral de l'épisode était vraiment très sympa aussi. Le fait qu'il faut pas essayer de se prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. Dans ce cas, être un sportif de haut niveau, alors que franchement... on a vu les scènes, il n'est pas du tout sportif. Et du coup, ça le ridiculise au lieu de le crédibilité. Donc ça donne l'effet inverse. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement partager ses connaissances et ses passions, et puis essayer de bien s'entendre et être
au moins honnête. Et éviter tout simplement de se faire des plans cachés, etc. Et voilà, être dans une mauvaise position alors que rester simplement soi-même, c'est quand même beaucoup plus simple et ça donne une meilleure entente que si tu prétendais être quelqu'un d'autre. Il y a un dernier point, moi, que justement, ce qui était intéressant dans le traitement de cet épisode, c'est aussi qu'on a vu à la fois le point de vue du beau-parent qui doit se faire accepter et de l'enfant qui veut pas oublier son autre parent. Oui, et ça, exactement. Ça, c'est quelque chose qui est... Ouais, c'est original très parce que pour une série qui est un peu quand même basée pour les enfants, j'ai envie de dire, je trouve ça vraiment original comme scénario et morale. C'est pas mal. Moi je trouve ça d'autant plus intéressant que bon, je pense que ça fait un petit moment qu'ils ont pris en compte leur fanbase adulte. Oui, évidemment. Fanbase adulte, et du coup là c'est un épisode qui est vraiment pour les deux. Du coup, ça a donné une bonne maturité à la série. Du coup, voilà, on se retrouve avec des très bons épisodes bien écrits. Anecdote par rapport à cet épisode, il y a eu une casting vraiment très particulier, c'est-à-dire que celui qui double Cubone Pants, eh bien, sa famille à lui dans la vraie vie, sa femme et sa fille ont vraiment doublé les personnages qui correspondent à l'épisode. C'est-à-dire que sa femme, dans sa vraie vie, elle a doublé Clear Sky, et sa fille a doublé Winsprit. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Mais surtout que honnêtement, ils sont pas mauvais. Aucun des deux est mauvais. C'est pas comme si on se disait oh là, c'est vraiment mal, enfin elle arrive pas, ou alors enfin tu vois, ça aurait pu arriver comme prendre quelqu'un d'autre en doublage, mais là ça s'est très bien passé et franchement c'est pas un mauvais doublage du tout. Après, le personnage de la gamine ressemble un poil à Twilight. Oui, c'est vrai, c'est la même crinière, on va dire. Voilà, c'est aussi la même robe. Hein. Ouais, quasiment la même couleur, c'est vrai. Du coup, moi, ça mène à la théorie que c'est Shining Armor le père. Ah. Le père biologique. Non, mais c'est une théorie foireuse pour déconner, hein, t'inquiète pas. Oui. Mais voilà. C'est vrai que c'est assez drôle de penser à ça. Il y a les gènes de la famille qui sont passés comme ça. En fait c'est un enfant qui était adopté, qui n'est pas né de Clear Sky. Mensonge. Non, mais ça peut très bien être Clissa la mère et Shining Armor le père. Vu l'âge de la gamine, il était pas forcément avec Cadence à ce moment-là. Hein. C'est vrai voilà, que je laisse cette théorie. C'est assez dingue. Je laisse cette théorie de côté. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Intéressant aussi, dernière remarque, on a quand même le retour du Bug Ball. On revient depuis l'épisode 18 de la saison 6, Bug Ball Season. Et on retrouve le duo de Pinkie Pie et Fluttershy qui définitivement sont les meilleurs dans ce game. Oui, mais c'est pas... C'est assez impressionnant, et surtout le fait que Fluttershy soit à l'aise devant un stade rempli. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est quand même une évolution de Fluttershy qui est assez impressionnante. Elle est complètement à l'aise alors qu'elle est devant des milliers de gens, quoi. C'est quand même assez balèze. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est j'ai vu que au début de l'épisode, t'as Appaloosa qui sont en train de répandre le sport du Bug Ball, et ça évolue financièrement au niveau du sport et de la ville. Donc ils ont répandu un musée, ils ont construit un stade, etc. Et on peut exactement mettre la même idée par rapport de chez nous au niveau du football, qui a fait grossir financièrement les villes, les clubs, etc. Et je trouve ça super intéressant. C'est tout ce que j'ai remarqué pour cet épisode, et on va passer directement à She's All Yak de l'épisode 7. Donc j'ai trouvé que c'est quand même un épisode assez touchant. Je m'y attendais pas du tout à ce qu'on ait un épisode consacré à Yuna. Un seul élève de Young Six. Quand même. En même temps, l'épisode 3 nous a montré que c'est le seul élève intelligent du Young Six au final. Ouais, exactement. T'as l'extrémité avec Sandbar qui réfléchit pas du tout, donc bon. C'est exactement ça. Yuna, c'est la meilleure des élèves. Il y a
aucun doute. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des grosses références par rapport à des films américains dans l'épisode, mais c'est assez ancien et franchement, nous les Français, on va pas capter ça. Ou alors faut être un adulte de, je sais pas, 40-50 ans. Je sais pas. Mais bon, il y a tout est possible, hein. Il y a des références qui sur vraiment des anciens films en noir et blanc, donc c'est pas mal du tout pour quand même une série basée, enfin voilà, tu vois que encore une fois ça pense vraiment aux adultes qui voient la série et je trouve ça vraiment magnifique. Et ensuite on a une nouvelle chanson. Oui. Cette fois-ci j'ai bien aimé cette chanson, il y a du rythme. Sur cette chanson, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je n'ai pas tant de souvenirs de la chanson que ça, donc je pense que c'est qu'elle m'a pas marqué plus que ça. Oui, c'est vrai que le problème, c'est que dans cet épisode, la chanson, c'est pas la plus marquante de l'épisode. Et, oui. Après dans l'ensemble, là, en prenant l'épisode à froid, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de bonnes idées, et j'ai vraiment le souvenir de m'être presque ennuyé, en fait, devant cet épisode. Oui. Donc, je pense que j'avais pas du tout été convaincu, moi, en voyant l'épisode au départ. Parce que, je t'explique tout simplement, comme c'est consacré à un seul personnage qui est Yona, durant tout l'épisode, si tu aimes déjà Yona, bah, tu vas adorer cet épisode. Mais si t'es un peu osef par rapport au personnage, t'es pas forcément fan, etc., bah, ça paraît un peu long, effectivement. J'ai l'impression que c'est pas ça, en fait, parce que j'ai pas de problème avec Yona, parce que c'est un personnage que j'aime bien. Bah, effectivement, je suis pas un fan de... Oui, voilà, exactement. Un fan inconditionnel de Yona, mais même l'épisode, à mon avis, a envie de tenter des choses intelligentes. Typiquement, le fait que bah, t'es dans un environnement qui t'est pas familier, et que c'est pas... Rentrer dans le moule, c'est pas forcément la chose qui permettra d'être le plus épanoui, effectivement, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit très très bien dans l'épisode. Ouais. Peut-être du fait que bah, là la conclusion était assez évidente, hein, Yona qui essaye autant que possible d'être de ressembler à un poney et puis qui au final c'est pas comme ça, c'est pas comme exactement, ça n'a pas du tout marché. Voilà. Ceci dit, la Yona en poney, il y a une image de Yona en poney. Ouais, ça par contre. Yona est absolument adorable. Ça c'est sûr. Je peux te garantir que tu vas sur Darpy Buru maintenant, t'as tellement de dessins sur elle, de fanart, c'est impressionnant. Je pense que c'est ça qui a donné le coup au niveau fanart dans cet épisode, c'est voir Yona en poney, c'est pas mal du tout. Après voilà, ce qu'il y a c'est que autant l'épisode en lui-même, dans sa globalité, j'ai pas le souvenir de m'être particulièrement amusé devant cet épisode. Autant il y a un passage qui m'a tellement fait rire que j'ai dû mettre en pause l'épisode pendant 5 minutes avant de me calmer. C'est quand tu vois Yona qui commence à casser la baraque littéralement, tu vois, c'est littéralement en train de démolir les murs. Alors pendant la danse à la fin de l'épisode ou... Voilà, c'est ça, pendant la danse à la fin de l'épisode, et à un moment t'as un contre-champ sur le reste des Yoon-Six qui sont en train de jouer aux cartes, et là j'étais plié en deux. Et j'étais là, ah ouais d'accord. C'est vrai que j'ai pas du tout remarqué ce détail. Est-ce que il jouait par exemple, je sais pas moi, au poker ou un truc du genre? Alors le truc le plus proche que ça pourrait être, c'est le bridge. En fait, du coup, j'ai regardé l'image. Alors, ça ressemble globalement à du bridge, mais c'est une espèce de bridge à 3 joueurs. Enfin, c'est très... À mon avis, c'est juste ils jouent aux cartes et on s'en fout de ce qu'ils font. Mais ouais. Ce que je vais rajouter, c'est je n'approuve pas le cosplay de Spike en Teaché. Je me demande pourquoi il se cosplay lui-même. Ah oui d'accord, c'est en style Daft Punk là. Ouais, enfin... Non, pas forcément Daft Punk, mais... Voilà. Non mais il y a alors... Bon, on va se faire assassiner dans les commentaires, mais je sais plus quel groupe de musique qui avait une espèce de grosse boule de Mickey, une grosse boule de Mickey sur la tête. Oui, un truc comme ça. C'est vrai oui, ça fait référence forcément à quelque chose. Je sais, je suis pas forcément connaisseur de ce milieu, pardon. Le micro. Ah bon, on peut compter sur les commentaires pour nous dire. Oui, exactement. Et puis. Et puis, ouais, j'approuve pas du tout parce qu'il se cosplay lui-même, ça n'a aucun sens en fait. Tu ne te cosplays pas toi-même en fait, je trouve ça pas cohérent. Bon, puis dernière chose, on a le ship Yona Sandbar qui est lancé. On a Yona la plus intelligente
et Sandbar un peu plus bête des 6 élèves, on va dire. Non, je pense pas que c'est. Non, je pense pas qu'il soit particulièrement bête et surtout que c'est le personnage le plus en retrait, quoi. Forcément, il y aura toujours, tu sais, dans les 6, un personnage moins aimé ou moins perçu. Par exemple, je connais le même, genre Applejack est pas un main caractère, mais un background pony. Il y aura toujours un meilleur que l'autre, un qu'on préfère le plus, mais voilà, c'est arrivé ce chip et je respecte ceux qui aiment, ceux qui aiment pas. Moi personnellement, je suis pas fan, mais c'est chacun son avis, on va dire. Voilà. Ok. Après j'ai l'impression qu'en fait Sandbar c'est quand même un personnage qui est un peu plus compliqué à développer dans le sens où Ocellus, tu vois, t'as Ocellus, Silverstream qui sont, t'as un changelin, un hippogriffe, un dragon, un griffon. T'as tous les créatures et Sandbar c'est un poney en fait. Voilà, c'est ça, c'est que Samba, et du coup tu peux déjà construire le personnage sur le fait que c'est une créature qu'on t'as pas l'habitude de voir. Ouais, c'est déjà malheureusement ça. lui donne un intérêt. Alors que Sandbar, c'est un poney. Ouais. Et du coup, pour essayer de trouver une personnalité, c'est pas le plus évident. En plus, comme on a vu depuis l'épisode 3, par rapport au tour des cauchemars, là on découvre qu'il y a un nouveau cauchemar. Il a peur d'hésiter de choisir un muffin. What? Ouais, voilà, donc c'est bizarre. Bon, c'est pas très recherché. Non, c'est l'idée du personnage qui est en retrait et qui a peur de se mouiller, quoi. Qui ne peut pas se mettre en avant, qui ne veut pas prendre des décisions parce qu'il a peur des conséquences, bien sûr. Ouais, exactement. Voilà, donc c'est ce qui fait aussi que Sandbar est aussi un personnage très en retrait. Donc c'était tout pour She's All Yak. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, moi j'avais rien de plus à dire. Parce que on a quand même envie de parler d'un épisode, on va beaucoup en dire, Friendlies de l'épisode 8. Franchement, c'est forcément un des meilleurs épisodes de cette saison, clairement, il n'y a aucun doute. C'est quand même notable que c'est le premier épisode consacré aux antagonistes. Oui, effectivement. Après, tu avais un épisode où les antagonistes étaient au centre. Au centre de l'intérêt. Au moment où Chrysalis fait des clones de tout le monde. Mais effectivement, là pour le coup, il y a vraiment que les antagonistes. On s'en fout du reste. Et ça, c'est vraiment impressionnant, je trouve. L'humour très drôle et super divertissant de la personnage. Alors, pour le coup, la personnalisation de ces 3 personnages Koziglo, Chrysalis et Tyrek, elles sont parfaites. Il n'y a rien à dire. Ils ont chacun leur personnalisation et tu te marres à chaque fois qu'ils sont en conflit ou qu'ils se marrent sur Twilight, etc. Je trouve ça incroyable. Quand ils se moquent de Twilight, ça c'était beau. Ça, c'est un passage quand même mémorable. Genre, j'ai envie de dire Chrysalis, c'est la meilleure, quoi. Genre, être changelin, je pense que c'est quand même pas mal comme créature. Ah, mais les changelins, c'est pété. Hein, c'est très pété, ouais. Exactement. Quelque chose d'autre, oui, évidemment, la chanson. J'ai envie de dire, ça, c'est mémorable aussi, la chanson. Très bien faite. Oui, évidemment, le passé de Grogar, on en sait plus par rapport à Gus is the Great. Alors, je suis pas le mieux passé pour parler de toutes les théories qui s'est passé avant ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire dans le moment où il y avait la naissance de Luna et Celestia, etc. Je suis pas trop calibré sur les anciennes histoires avant le temps moderne, mais on en sait plus. Ensuite, le seul point négatif que je trouve dans cet épisode, c'est à la fin, t'as les 3 qui arrivent qui disent à Grogar qu'ils ont pas réussi à reprendre la cloche, et puis il l'a même pas senti que il était à quelques mètres, tu vois. Il est pas obligé de la sentir, hein. Enfin, le nombre de fois où t'as cherché ton téléphone et qu'il était à côté de toi alors que tu voyais pas. C'est un bon exemple, c'est vrai. Mais quand même, on est dans un monde où il y a de la magie et je veux dire, c'est la cloche, c'est une magie très puissante que si Grogar le possède, il devient vraiment très puissant. Donc, c'est quand même, voilà, il est passé à côté de le voir, je pense, et de le sentir. C'est quand même. Non, pour moi, il y a pas mal d'explications qu'on peut trouver. Alors,
il y a une explication toute bête, c'est il l'a senti, il comprend que les autres vont essayer de le prendre en traître. Ouais, je pense. Et du coup, il dit rien aussi, et lui, il va les prendre en traître derrière. C'est possible. Ouais. Ça, c'est possible. C'est possible. Ouais. Mais on n'a pas vu sur son visage que il pensait à ça, peut-être. Bon, bref, c'est quelque chose qu'on va savoir dans la deuxième partie de la série, enfin de la saison, pardon. On verra ce qui va se passer entre ces trois-là et Grogar. Après, c'est pas parce qu'un objet renforce énormément les pouvoirs de quelqu'un que forcément l'objet est, pour reprendre l'expression consacrée, pété de mana. Si tu prends l'élément de la magie, qui est probablement l'élément central dans les éléments d'harmonie, c'est pas un élément qui a une puissance en lui-même, il concentre celle des autres. Il concentre et il focalise celle des autres, mais c'est pas un item qui a une grande puissance en lui-même. Oui, effectivement, donc ça c'est vrai. Possible que ce soit quelque chose de ce genre-là qui fait que c'est pas forcément évident de le... Donc oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est comme un objet normal, c'est-à-dire que tu le sens pas, même s'il est à côté de toi, si tu le vois pas, tant pis, tu l'as pas vu. Mais voilà. Mais ouais, vu qu'on est dans un monde où c'est quand même un artefact assez puissant, bon, on peut se poser des questions, mais bon. C'était Frenemies, un épisode parfait. On passe maintenant... pas quand même, mais... Enfin, j'exagère, mais il est quand même balèze cet épisode par rapport aux autres. Ouais, ok. Donc, on passe à l'épisode 9, Sweet and Smoky. Alors là, on va retomber, dans les épisodes où on n'est pas forcément satisfait à 100%. Pour le coup, moi, c'est un épisode qui m'a pas forcément satisfait, mais j'ai pas été insatisfait. J'ai pas été insatisfait comme j'ai pu l'être. Tu vois les bonnes choses qui sont montrées dans cet épisode. Ouais, alors, après, il y a quelque chose auquel je suis très sensible dans n'importe quelle série que je regarde, c'est le développement de l'univers. Et pour le coup, cet épisode développe énormément autour de l'univers des dragons. C'est vrai. Et c'est à peu près tous les points positifs que j'ai à relever là-dessus. Voilà, c'est vraiment... Il y a un bon développement de l'univers des dragons avec des choses qui sont vraiment sympas. Alors, il y a 2-3 choses qui sont un peu bizarres, mais à la limite, c'est pas du bizarre gênant. Typiquement, Smolder et... le lien de parenté entre Smolder et... comment il s'appelle, Garble ? Oui. C'est vrai que c'était un très gros twist. Voilà, c'est bizarre, mais après tout, pourquoi pas ? Il y a rien dans... Il y a rien d'incohérent. Il y a rien d'incohérent dans la série. Oui. Contrairement à d'autres choses qui vont arriver plus tard. Je n'en dis pas plus. Alors après, il y a... Voilà, je tiens quand même à parler aussi de Fluttershy qui arrive devant Amber, qui voit des centaines d'œufs, et qui demande Amber, c'est toi qui les as pondus ? Ah, ça c'est excellent. C'était quand même assez malaisant pour Amber. Excellent. C'était glorieux. Ouais. Pour le coup, c'était très bien senti. C'est pour du génie, le coup, ça. Ouais, non, c'est pas vrai. Pas du tout. Ah, j'adore. Très bon passage. Toi, t'as pas été complètement convaincu de l'épisode, ouais, du coup. Bon, non, moi j'ai pas du tout été très convaincu. En fait, j'ai trouvé que l'épisode était vraiment bizarre sur le fait qu'on découvre que Garble était un poète derrière. Donc, c'est ce qui est bien au moins avec ça, c'est que on voit qu'il y a autre chose que les dragons qui sont stéréotypes en mode ils sont pas de cœur, quoi. Genre ils ont pas de sentiments, tu vois, genre aucun sentiment derrière. Et là on voit que Garble, il a quand même des passions, voilà, qui est complètement à côté d'un caractère de dragon. Donc c'est ça par contre je suis plutôt d'accord sur ça, c'est que c'est bien fait. Mais après, ça devient bizarre quand Garble il décide d'avoir l'idée de faire marrer ses potes parce que il est ridicule, parce que personne ne l'a vu avant. Et du coup, ils se marrent les autres et ça provoque un feu beaucoup plus fort, on va dire. Ça change de couleur, ça devient violet. Et puis ça fait naître tout simplement les petits dragons. Et mais pour le je suis pas convaincu de cette fin. Je vois où tu veux en venir, mais moi pour le coup ça m'a pas plus choqué que ça. Dans le sens où bon, c'était quand même assez évident que c'était le feu des dragons qui allait. Oui, c'est sûr.
On l'a bien vu venir, on a eu des effets d'annonce, je veux dire, c'était prévisible. Bon, après, malheureusement, à cause du Peggy 7, on n'a pas vu Amber découper en morceaux les dragons qui ont failli... Je rappelle, là, globalement, en fait, c'est un mec qui dit « Tiens, je vais couper le courant dans une maternité, ça va être rigolo. » Oui, c'est vrai que alors, c'est si quand tu fais ça, il y a des morts. C'est quand même un peu... genre, je veux dire, il n'y a aucun respect pour les enfants et tout, pour tes nouveaux enfants, tu vois, genre, je sais pas. Pense aux autres qui sont en train de naître, putain. Je veux dire, c'est... ils auraient... Il n'y a aucun respect. J'aurais aimé les voir prendre plus cher que ça, mais bon, à cause du Peggy 7, c'est pas possible. Exactement. Dernière chose que j'ai envie de rajouter, c'est... il y a eu un passage, en fait, dans l'épisode où t'as Fluttershy qui arrive et qui vient voir Spike, et t'as Garble qui est en train de lancer des boules de lave, carrément. C'est pas des boules de... c'est des boules de lave. Tu vois qu'il les lance et... Fluttershy est à côté, je veux dire, si elle se fait toucher, elle se blesse, quoi. Putain, j'avais envie de les taper là-dessus. Et tu dois avoir une souffrance si tu prends une boule de lave. C'est assez mortel le truc quand même. Ok, ça marche sur les dragons parce qu'ils ont quand même une peau assez protecteur sur la lave. D'ailleurs, je vois pas d'explication, mais bon, c'est la magie. Hein. C'est comme ça que ça marche dans ce monde. Mais sur un poney, waouh. On est passé à la limite d'un crime. Voilà, je dis ça. Ah oui, non, clairement. Je dis ça, je dis rien. Là, c'était super dangereux, effectivement. Ouais, c'était hyper grave. On passe du coup à Going to Seed épisode 10. Donc, on arrive sur un épisode où on voit ce qui se passe dans la vie habituelle de la ferme Sweet Apple Acres. Voilà, de la famille Apple. Et j'ai trouvé que pour cet épisode, il était excellent, tout simplement. C'est assez drôle parce que on a vu le passé de Applejack où elle croyait, tu sais, à la créature qui fait pousser les arbres par magie, tu vois. Et des trucs enfantins en fait, un peu comme nous avec le Père Noël et la souris quand tu perds un dent de lait. Je trouve qu'il y a un moral intéressant, comme quoi Applejack elle a la philosophie de se dire écoute Apple Bloom, maintenant t'es assez grande pour te dire quand même que ce genre de créature n'existe pas et qu'il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Ensuite, Applejack s'est fait avoir, elle a cru, elle aussi du coup, elle voyait pas d'autre explication quand elle a vu qu'il y avait tellement beaucoup de traces de pommes qui sont mis sur le sol avec une très longue distance quand même. Et j'ai trouvé que par rapport à Big Mac qui a joué un rôle super intéressant quand même, est-ce que tu avais vu venir que Big Mac était à l'origine de tout ça? Mais alors je vais te dire en fait, je vois très rarement venir les trucs évidents dans MLP, mais celui-là, je l'ai tellement vu venir que je me suis dit mais c'est pas ça, c'est pas possible. C'est tellement évident que ça peut pas être ça. Exactement. Tu sais, quand j'ai fait ma réaction, j'étais en mode ouais, je vois Big Mac fatigué à chaque fois, tous les jours. Je veux dire, je pense que c'est assez légitime de penser quand même qu'il est à la cause de tout ça. Et je suis surpris que les autres, enfin, surtout Applejack et Apple Bloom, n'ont pas remarqué ça. Bah, moi, ce qu'il y a, c'est que cet épisode, tu vois, alors t'as peut-être résumé le pourquoi j'avais plus apprécié l'épisode que l'épisode avec Twilight et la bibliothécaire. Oui. Parce que j'ai en gros le même pourquoi que avec cet épisode. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Alors, Big Mac, c'est quoi? Alors, peut-être qu'il est somnambule, peut-être qu'il y a un truc que j'ai raté, c'est possible. J'ai pas compris pourquoi Applejack d'un coup se met à croire au truc. Effectivement, c'était tellement évident que je pensais pas que c'était ça, mais ça m'a pas fait le retournement de situation. Genre, tu sais, c'était pas un retournement de situation, c'était juste. Oui, ouais, bah. C'était beaucoup trop évident en fait. Enfin, voilà. T'étais en mode, ok, oui, c'est ce que je pensais depuis le début, ok. J'ai pas compris les agissements des personnages pendant tout l'épisode. Voilà. Alors, ce qui porte à confusion aussi, c'est vrai, tu as raison, par rapport à Granny Smith et Goldie Delicious. Elles ont... Alors, est-ce que, quand elle a parlé de cette créature qui pousse les arbres par magie, que c'est elle qui a commencé à faire vouloir croire à Apple Bloom que ça existe, etc. Je pense que peut-être que ça vient d'elle, mais
elle a dû en parler avec Big Mac en cachette pour faire croire à Appleblossom et jouer avec elle. Et dans tout ça, Applejack n'était pas du tout au courant et du coup ça a donné un scénario en mode Applejack, voilà, tu t'es fait avoir. Et ensuite t'as la fin où on voit des traces de carottes. Déjà, on n'a jamais vu de carottes dans leur ferme. Non, c'est la ferme d'à côté, c'est la ferme de Golden Harvest. Il y a toujours une ferme aux carottes à côté de Sweet Apple Acres. En fait, avant cet épisode-là, j'ai jamais remarqué ce détail. Alors en vrai, je pense qu'elle est plus ou moins là selon les doigts du scénario, mais oui, on l'a déjà vu cette ferme-là. On a déjà vu la ferme aux carottes à côté de Sweet Apple Acres. Ouais, est-ce qu'il y a des poneys qui gèrent ça? Ou... a priori je dirais Golden Harvest, donc Carrot Top. Donc là ils ont décidé d'aller résoudre un autre mystère, hein. En fait cet épisode c'est Scooby-Doo pour résumer. Mais attends, c'est qui avait fait justement une... Je suis à peu près sûr qu'il y a quelqu'un il y en a un qui a fait une parodie. Exactement, c'est pour ça que je dis ça, parce que je mettrai en description de la vidéo l'origine la source de la vidéo, où c'est un brownie assez connu en Amérique, et elle fait tout le temps des parodies sur... elle fait des très bons remixes. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais ça fait partie des youtubeurs qui sont vraiment impliqués dans la série et qui ont fait des remixes, des chefs-d'œuvre dans la série. De mémoire, c'était Prince Whatever, mais je crois que c'est pas lui. Si, c'était Prince Whatever. C'est ça. Je crois que c'est un mec. Bon, bref, on sait pas... Donc voilà, franchement il a très bien vu, il a très bien exécuté cette vidéo, donc voilà. Très bien joué de sa part, et ça reflète complètement ça. Donc voilà, c'était Going to Seed. On va passer à l'autre épisode qui est Student Council, qui est l'épisode 11. Seul reproche, je passe directement dans le négatif de cet épisode. Après on va parler de ce qui était super génial dans cet épisode, parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est que t'as l'impression que Starlight, elle a pas d'emploi du temps, en fait. Je pense que c'est le cas, en fait. C'est-à-dire que... Actuellement, comme elle fonctionnait, elle a pas d'emploi du temps. C'était tu viens, tu veux lui parler, tu viens. C'est assez bizarre parce que, tu vois, elle réfléchit pas. C'est-à-dire que elle se dit, ok, j'ai un job super important, mais pourquoi tu te mets pas, genre, des... Je sais pas comment ça se passe, tu sais, genre... dans d'autres mondes, c'est quand même assez restricté, tu vois. Nous, on a une politique, on a des ministères, etc. Tu vois, tout est cadré avec le SMIC, etc. Tu vois. Dans ce monde de poney, je crois que c'est à peu près chacun de leur côté, il fait, fait ce qu'ils veulent. Capitaliste. Exactement. Bref, Starlight s'est pas dit, je vais faire un emploi du temps à ma façon pour me dire, je vais faire des temps de repos, etc. Non, elle peut travailler même la nuit. Ça n'a aucun sens. Ouais. Tu vois, genre, n'importe qui se dirait, je vais me faire d'un emploi du temps. Mais non, elle, non. Bon. Bref, c'est le seul reproche que je dirais, et ce truc incohérent. Et débile. Après, pour lancer une petite pique comme ça, la buzz de Starlight, c'est Twilight. On rappelle que c'est la personne qui dit t'es à la retraite, non, retourne bosser, et qui a un enfant esclave à domicile. Hein. Donc, bon... Voilà, donc c'est pas forcément complètement incohérent avec la politique de Twilight. Moi je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Non mais après oui, moi dans l'idée, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié aussi. Alors là on va passer sur la chose qu'on a beaucoup aimé, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ouais. Moi je suis extrêmement partial envers Maud Pie, c'est-à-dire que il y a des moments où Maud Pie, elle dit un truc, ça me fait rire. Ah, tout le temps. Elle. C'est vraiment. Tu vois, elle est là pour. Elle dit les choses. Juste, elle ne parle pas pour rien. Elle ne parle pas pour rien en fait. C'est ça sa magie. C'est. Je parle quand je suis utile seulement. Tu vois. C'est ça qui est trop bien. Voilà, mais voilà, donc pas mal d'épisodes avec Maud, c'est vraiment à chaque fois qu'elle dit un truc, c'est super drôle. Et là, pour le coup, Maud, elle est super drôle. Oui, et quand son copain s'est transformé en pierre, elle est là. Le couple, il marche tellement bien. C'est... Oh. Quelle idée de génie. Et je me demande, celui qui a écrit cet épisode, il s'est dit, mais ok, on a les cocatrices
qui fait tourner n'importe qui en pierre. Et là, tu as le raisonnement que t'as Maud qui est avec ses pierres et Maud Brailleur avec ses branches. Et voilà, ils arrivent à faire cette blague juste, c'est un chef-d'œuvre. Il fallait y penser et ils l'ont fait. C'est génial. Là pour le coup, le jeu avec Maud, c'est super. Voilà, Maud qui dit tu me complètes. Ou alors, je sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais c'est comme des phrases vraiment qui te fait passer de bons moments. Voilà. Ouais. Alors après Silverstream. Ouais. Vraiment. Alors. Excusez-moi. Vas-y. Voilà, excusez-moi, j'ai un devoir. Du coup, je vais aller apprivoiser une cocatrice. Tout seul. Ça va, c'est assez badass là. Je ne préviens personne. Absolument personne. Est-ce que je suis assez badass là ou vous en voulez plus? Mais c'est vrai que c'est surprenant que ouais, elle a dû faire des recherches Silverstream pour réussir à apprivoiser un cocatrice. Ok. Là. Ok. C'est un fait, c'est une chose. Ok, on le prend. Non mais tu vois, au moins elle pour sauver le monde, ça va. Ouais, elle se démerde. On peut lui faire confiance. Elle se démerde. Elle se démerde très bien. Et ça, c'est juste pour un devoir de vacances. C'est juste pour faire ses devoirs, tu vois. Au moment où elle va devenir sérieuse, ça va être vraiment, vraiment... J'aimerais pas être à la place des méchants, là, tu vois. C'est vrai que du coup, c'est vrai que ça, du coup, on voit que Silverstream, elle a quand même, elle est quand même bien intelligente et bien smart. Voilà, j'ai plus le mot en français, mais c'est pas grave. Intelligente. Voilà, intelligente. Maligne si tu veux. Mais... Voilà, exactement. Donc, par rapport aux parents, du fait que Silverstream n'a même pas prévenu son frère Terramar. D'ailleurs, en parlant de Terramar, c'était cool son retour. Eh bien, Silverstream, elle peut pas en fait aller chez elle et dire j'ai envie d'apprivoiser un cocatrice, donc du coup je repars. Tu vois, c'est quand même compliqué comme moyen. Maman, je pars apprivoiser une cocatrice. Oublie pas de ramener du pain, s'il te plaît. Je repars pour 9 heures de train. Allez. Non mais c'est vrai que tu te demandes, mais ce serait tellement plus simple. Je veux dire, tu vois Star-Lord qui arrive à faire communiquer entre son bracelet et sa porte d'entrée de son bureau, que dès que quelqu'un tape à sa porte. Alors, je suppose que c'est de la magie aussi, mais tu te demandes, mais pourquoi ils pensent pas à inventer, je sais pas, un téléphone, je sais pas. Ils sont assez intelligents maintenant pour se dire ok, on peut créer un moyen de communication assez sympa et pratique. Alors je pense que ça existe déjà, mais c'est pas très répandu en fait. C'est juste qu'ils font pas des trucs à grande échelle et puis. Ouais. T'as déjà vu un téléphone dans cette série? Alors t'as la boule de cristal de Tempest dans le film. C'est vrai, mais comme c'est un artefact que seule elle, je pense, puisse l'utiliser. Bon, voilà. Ouais, c'est pas en fait un objet commun, ils ont pas encore inventé ça et je trouve ça quand même bon assez surprenant qu'ils ont pas pensé à ça. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, ce qui est bien dans cet épisode aussi, c'est que on n'a pas du tout vu le Main Six. Encore une fois, là, on s'est concentré sur les amis de Starlight. Point. Et je trouve ça bien. Et surtout le duo Starlight et Trixie qui est absolument incroyable, surtout au début de l'épisode. Le fait qu'elles n'arrivent pas à s'entendre à cause de Starlight qui est tout le temps occupée à chaque fois, qu'elle arrête pas de se téléporter, c'est après, au final, magnifique. Je suis en train de me dire qu'il n'y a aucun épisode dont on a parlé pour l'instant qui est centré sur les Main Six, à part Sparkle 7. Ouais, exactement. Et donc je pense qu'en fait ils ont juste fait le tour des Main Six. Hein. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce qui a été dit. C'est ça qui est cool, c'est que maintenant on a eu aussi The Point of Return où on a eu un épisode classique de Twilight avec ses livres. Hein? Oui. Je l'avais déjà oublié, tu vois. Cet épisode est tellement inoubliable, pardon, que. Ok. Ah là là. Ouais, donc comme on a fait le tour avec le Man 6, on est beaucoup plus diverti par les nouveaux personnages que durant toute la série ont réussi à avoir un intérêt
Et maintenant on s'amuse à voir tous les autres personnages hors du Main Six. Un truc qui fonctionne très bien. Et c'est pour ça que ça aurait pas été si mal s'il y avait une saison 10, mais bon, voilà, faut bien qu'il y ait une fin dans tous les cas, mais tu vois, ça aurait pas été gênant dans tous les cas, parce qu'on a tellement de personnages dans cette série que tu pourrais créer encore beaucoup d'épisodes, quoi. À ce point-là. Peut-être beaucoup d'épisodes, mais t'aurais assez vite fait le tour, je pense, des sujets de Slice of Life. Oui. Effectivement. Il y a aussi de ça, et bon. Voilà. Donc, c'était tout pour Student Council, qui était un épisode exceptionnel aussi. Oui, c'était très bon. Très très bon. Et là, on va rentrer dans un épisode. Tu le sens venir ? The Last Crusade. L'épisode 12. L'épisode qui a retourné la tête de tous les brownies de l'univers. Par quoi commencer ? Alors, honnêtement, à chaud, je me souviens que j'étais là. Il y a 2-3 trucs qui vont pas, dont je vais parler. J'étais là. Je vais pas sortir la hallebarde tout de suite. On va attendre de voir ce qu'ils en font. C'était le moment où t'as vu les parents ou... Oui. Ouais, voilà, c'est quand ils ont parlé des parents de Scootaloo. Ça marche. À chaud, ça a été. Genre, ça, il y avait 2-3 trucs qui me plaisaient pas du tout dans l'idée, mais globalement, l'épisode, j'avais un bon ressenti. Et puis là, en fait, pour préparer cette émission, j'ai un peu relu en diagonale un résumé des épisodes. Et là, je me suis dit, non, en fait, ça va pas du tout. En fait, l'idée même de ramener les parents de Scootaloo était une très mauvaise idée. Dans le sens où, là, en fait, la conclusion, c'est que Scootaloo a passé l'intégralité de sa jeunesse, pour autant qu'on le sache. Donc, au moins une bonne partie, parce qu'on n'a pas vu ses parents depuis... Oui, puis on n'a pas vu épisode, ce qui s'est passé durant l'enfance des... Globalement, ils étaient pas là. Ouais. Ils étaient pas là au moins depuis le début de la saison 1, qui fait quand même quelques années déjà. Et je pense que depuis la naissance de Scootaloo, ils se sont dit, les parents, écoute, on a un travail super chaud et hyper dangereux, donc du coup, on va les laisser à, je pense, aux tantes, du moins, je pense. Mais sauf que les tantes, elles n'habitent pas au même endroit. Sauf que les tantes n'habitent pas au même endroit. Ouais, donc... Alors, comment, du coup, ça a été géré durant la naissance de Scootaloo ? Pour moi, Scootaloo, elle a vécu seule. Elle a vécu seule dans sa maison. Mais c'est ce qu'ils disent, hein, parce qu'à la fin, les tantes rachètent la maison des parents. Scootaloo, depuis le début, elle vivait seule dans la maison des parents, avec les parents qui vadrouillaient aux quatre coins du monde. Alors, il y a dû avoir peut-être des babysitters, je pense. Mais... j'espère qu'à un moment il y en a eu, mais mais on les a pas vus. Je pense. Mais c'est vrai qu'ils en ont pas parlé. À mon avis, ça fait quand même quelques années qu'elle est vraiment abandonnée à son sort. Ouais. Et malgré tout, tu vois Scootaloo qui arrive à se construire une vie. Hein. Elle arrive vraiment à se construire, à se développer. Elle se débrouille très bien avec ses amis. pour Elle a un métier. On va y revenir d'ailleurs. Là, actuellement, elle a un métier, Scootaloo. Et du coup, à ce moment-là, t'as sa famille qui revient et qui fait non, mais en fait, on s'en va. Voilà, donc on vend la maison, viens avec nous. On arrive, on s'en fout de ce qui t'est arrivé à Ponyville, bah les couilles. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que la réponse évidente, quoi, si on reste purement dans l'univers, la réponse évidente, c'est j'ai un métier. Tu vois, je travaille avec mes deux amis. Je peux pas les abandonner comme ça, je les abandonne pas comme ça. C'est tellement évident en fait, je veux dire. En fait, est-ce qu'ils rendent la maison, voilà tout ça. Ce qu'il y a, c'est que si on fait le parallèle avec notre monde, c'est pas possible que des enfants de l'âge des CMC. Ah non, ça peut pas se comparer à ce que. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que si jamais ça avait été la raison qui était donnée par Scootaloo. Bon, au final, c'est un peu la raison qui est donnée par Scootaloo, mais bon. Ce qu'il y a, c'est que si tu le dis texto, ça passe pas. Et voilà, donc. Et surtout, les parents qui ont jamais été là pour leur fille, au moment où elle arrive à se construire et à avoir un avenir, ils reviennent et ils disent vas-y, on laisse tout tomber. Vas-y, laisse tomber, viens avec nous. Je suis désolé, mais c'est quelque chose de... C'est des nouvelles assez violentes, tu vois, genre... Ils viennent d'arriver, ils laissent même pas un jour pour visiter, je sais pas, la ville ou je ne sais quoi. Ah non, mais ils sont dégueulasses comme parents, les parents de Scootaloo, je suis désolé. Il y a différentes façons de penser aux parents de Scootaloo. J'ai une autre façon de penser, de me mettre à la place des parents de Scootaloo. Je t'explique. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, bon, l'incohérence en fait dans cet épisode concrètement, c'est que vu qu'on n'a jamais entendu parler des parents de Scootaloo,
ni même des tantes, parce que là maintenant c'est canon qu'il y ait les tantes lesbiennes de Scootaloo, parce que on les a déjà vues dans un comic officiel d'Hasbro, donc dans un bouquin aussi, je crois. Il y avait un bouquin dans où ça un parlait bouquin où aussi. ça parlait. Ouais. Donc là maintenant c'est canon, elles sont vraiment là. Ouais. Et et puis les tantes non plus, on les a jamais entendu parler, tu vois. Genre il y a jamais eu un les moment tantes, elles dans la étaient pas là, série où il y a eu un des moments où on parlait de comment vivait Scootaloo définitivement. Donc c'est la plus grosse incohérence de l'épisode, c'est que ça arrive boum comme ça, t'as les parents, t'as les tantes, brim. Non mais ça fait une... C'est violent. Bah, autant les tantes elles habitent à Babelwed, si elles les voient une fois par mois, bon, tant pis, tu vois, c'est pas très grave. C'est pas les plus importantes par rapport aux parents, évidemment, mais bon, voilà. C'est quand même bizarre qu'on n'en ait pas entendu parler avant. Ah non, mais c'est surtout... Et c'est le plus gros problème de surtout... l'épisode. Maintenant, alors pour ce qui est des parents, excuse-moi, il faut que j'arrive à expliquer pour voir comment les parents ils se sentent concernés par leur fille Scootaloo. C'est que ils arrivent et puis en fait ils voient les CMC comme si c'était simplement des amis normales, tu vois, genre pas de relation hyper importante, tu vois, des amis normales que tu pourrais genre partir un mois sans les voir, enfin je veux dire, tu vois, ils étaient dans cette pensée là les parents, et ils ne voyaient pas du tout l'importance que c'est les CMC quand le moment où elles ont eu leur cutie mark, qu'elles ont réussi enfin à les obtenir et à découvrir c'était quoi leur futur, tout simplement. C'est pour ça que les parents ils étaient en mode mais non, t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu vas revoir tes amis bientôt, etc. Non, Scootaloo doit rester chez Apponville parce qu'elle a un travail aussi important que ses parents, justement. Donc voilà ce qui s'est passé dans la pensée des parents, tout simplement. Moi j'ai surtout l'impression que les parents ont essayé de faire ce qu'ils voulaient sans rien écouter. Ce qui, bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive, voilà, c'est ça. Monde, hein. Ils ont juste été un peu naïfs, je crois, les parents. Ouais, là, pour le coup, ils se sont pas intéressés assez à leurs enfants pour se dire qu'est-ce que t'as fait durant toute ton enfance, qu'est-ce qui s'est passé quand t'as eu ta cutie mark, etc. Je crois que Scootaloo, quand elle a envoyé des lettres, t'as l'impression qu'elle n'a rien raconté de ce qui s'est passé avec ses amis Sutibel et Apollo, tu vois. Bon, il y a une part d'incohérence sur ça, quoi. Non mais c'est surtout, il y a une part d'incohérence du fait d'un retcon. C'est-à-dire que ils ont décidé, il y a quelqu'un qui a un jour décidé qu'on allait parler des parents de Scootaloo, alors que personne n'y avait jamais pensé avant. Et du coup, il a fallu broder, et forcément, là, t'as des incohérences. Oui, et exactement. Ouais, c'est ça, en fait, le problème, c'est que ils ont dû, ceux qui ont écrit l'épisode, ils ont dû se dire, bon, ok, on a l'idée de révéler que Scootaloo a des parents. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de mention dans la série que ça va poser problème. Tu vois, si t'as seulement l'idée... maintenant, quand t'écris un épisode dans la saison 9 et qu'il n'y a jamais eu de mention avant, c'est compliqué. Ouais, non. Tu vois, le fait que t'y penses pas avant, ben, c'est mal construit. Ça aurait peut-être pu être bien fait, et même l'idée... Parce que il y a un truc qu'il faut reconnaître à l'épisode, et c'est presque sa seule qualité, c'est qu'il a vraiment créé de l'enjeu pour Scootaloo. Là, il y avait un vrai enjeu, tu vois, il y avait un vrai enjeu pour les CMC. Tu sais pas comment ils font sans Scootaloo. Elle a fait le choix de sa vie, c'est sûr. Voilà, mais comme ça, non. Voilà, non, juste non. Et surtout, ah oui, il y a un dernier truc. La chose qui m'avait gêné avant d'y repenser. Comment est-ce que Scootaloo s'en sort ? Elle s'en sort parce qu'elle a des relations avec des gens haut placés. Ouais, c'est sûr. Surtout à Rainbow Dash, par exemple. Non mais voilà, c'est Rainbow Dash, c'est la princesse de l'amitié, c'est machin, c'est... Vraiment, et c'est vraiment parce qu'elle a des relations avec des gens haut placés qu'elle s'en sort. C'est pas parce que elle fait un truc qui l'épanouit, c'est pas parce qu'elle fait comprendre à ses parents ou quoi, non. C'est juste, enfin vraiment, sans les relations, sans ces relations-là, elle s'en sort pas. Ouais. Et du coup, même la morale est foutue en l'air, quoi. Du coup, le problème, c'est que, tu vois, ils ont essayé de montrer que c'est des parents normaux et que ils font attention à leurs enfants, mais en fait, quand ils réfléchissent, pas du tout, en fait. Genre,
À mon avis, ils sont ont un pas peu essayé de montrer que dégueulasses, c'était quand même. parents normaux parce que c'est pas possible. Non, mais Mm. ouais. Donc, les parents, ils ont déconné comme pas possible. C'est sûr. À part les parents, juste dernier truc, dans cet épisode, on a eu la cérémonie des CMC, donc maintenant c'est officiel dans les Equestria, on a un jour spécial CMC. Voilà, c'est la fête. Ouais, On a le retour de tous les personnages que les CMC ont aidés durant la série. Et je sais pas si t'as remarqué, mais il y a eu aussi le retour de Babsid. Ça me choque pas. Alors, je m'en souviens pas particulièrement, mais ça me choque, oui, c'est cohérent. Parce que vu qu'ils font revenir tous les personnages, bon bah t'as Babsid du Bah coup. oui. Mais bon, c'est dommage qu'elle ait pas parlé et qu'elle soit trop derrière, tu vois, en mode sneak peek, du genre ok je suis là, sans être là, bon. Juste pour le symbole. Mais ouais, c'est dommage que Après, on voilà, n'ait ils pas ont plus fait- vu Babsid, c'est sûr. Ils ont fait un jour d'appréciation des CMC comme Equestria Daily le fait depuis des années. Voilà, juste pour dire Bon, voilà, c'est à tout. ses parents que elle doit rester ici, c'est tout. Ouais, et donc, au final, la solution au problème, c'est quand même Equestria Daily. Bref, épisode suivant, Oui. je te propose. Voilà, c'est vrai que ça a apporté tellement d'incohérence dans cet épisode que bon, on est un peu déçus. Ah non. Non, Between c'est- Dark and un Light. peu, Pardon. c'est le... Alors, j'ai l'impression que ils ont réussi à faire encore mieux que Sparkle 7. Est-ce que c'était possible ça? Pour moi, c'est pas mieux, dans le sens où ça a moins de sens. Mais c'est Par contre, au même level, tout j'ai aussi envie de fun. dire quand même. Niveau Ah, c'est super fun. voilà, niveau amusement, Ah. on est passé dans un délire. Et je crois que c'était le Ah, vœu mais de voilà. tout le monde. Ah, on s'est éclaté. Ouais, clairement, on s'est éclaté. Il y a aucun doute. Moi, j'ai... Mm. Bah, j'ai juste une question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on se confie le lever et le coucher du soleil à Twilight? Bah concrètement, Elles partent pas dans une autre dimension, elles peuvent le faire. elle peut le faire d'elle-même, il n'y a pas de problème en fait. C'est-à-dire que si elles le font tous les jours, etc., pourquoi elles le font pas elles-mêmes, c'est sûr. C'est vrai, t'as totalement raison. Mais Ah. au moins ça montre quand même qu'il y a quelque chose en retour. On sait jamais si Celestia et Luna meurent ou un truc du genre, je sais pas. Une sécurité quoi, on va dire. Un autre moyen. Ouais, Donc ouais. euh, Admettons. ça explique ça et ça explique aussi, bah, Twilight elle a directement dit, dès que Luna et Celestia ont expliqué qu'elle voulait sortir un peu, Twilight elle a dit avec une sûreté, alors qu'elle n'arrêtait pas de stresser depuis la première, on va couvrir vos devoirs. Voilà. Ok. Ah bah, de toute façon, ils ont plus ou moins. Twilight sorti était que pas prête à la Twilight, première, mais à l'épisode 13, ok je suis prête. C'est ça qui m'a le plus choqué en fait. Donc bon, voilà ce qui en est. Hein. Elle savait même pas quand même. Celestia, elle se débrouillait pas tout seul pour organiser tout. C'est normal. Et Twilight n'a jamais vu ça depuis le début. D'ailleurs, même Twilight s'est jamais débrouillée toute seule pour faire les choses. C'est une réflexion qui me vient Mon comme Dieu. ça en fait, mais. Mais enfin, Twilight c'est pas pareil, mais voilà, c'est évident que la princesse Celestia, elle puisse pas tout gérer en même temps de ce qui se passe dans la journée, de tous les devoirs, de tout ce qui se passe dans Equestria, niveau politique, etc. C'est évident qu'elle ait forcément des personnels à ses côtés, tu vois. Genre, c'est comme si elle était présidente et qu'elle avait des ministres, c'est pareil, tu vois. Donc, Twilight, elle a pas réfléchi à ça, tu vois. À chaque fois, elle a refusé l'aide de Fancy Pants. Donc, voilà. Tu te retrouves en galère, forcément. Ouais, mais ça, oui. Donc, En fait, ce qu'il y a, c'est que la partie avec Celestia et Luna est très fun. ouais, pour La en partie avec revenir à la Twilight, trame du côté des deux sœurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Il y a juste ça à dire, c'est trop bien. Voilà, on n'a pas grand chose à dire tellement c'était exceptionnel. Moi je me suis marré tout l'épisode, y a aucun doute. Le fait qu'elle se change, et qu'elle porte des lunettes de soleil, on voit que les poneys doivent porter de la crème solaire. Quoi? Luna doit porter des crèmes solaires? Mais c'était n'importe quoi. Bah, en même temps, Luna d'habitude elle vit la nuit, donc le soleil elle le voit pas trop. Hein. Ça explique, c'est vrai. Mais bon,
C'est un fait. Voilà. Moi, ça m'a fait quand même me rendre compte d'un truc. C'est, mais en fait, tu vois, c'est les Luna qui se disputent presque comme n'importe qui se dispute avec ses frères et sœurs. Exactement. Ça pourrait choquer. C'est ça qui est génial. Dans un sens, quand on sait qu'elles ont 1000 ans de sagesse derrière elles. Par contre, ça doit être dur de vivre depuis 1000 ans, en fait, je pense. Ça j'en sais rien. Mais par contre, il y a un truc dont tu te rends compte, c'est que Luna, pendant 1000 ans, les interactions sociales, c'était la Lune. C'était que des rêves. C'est vrai qu'elle a fait ça. Tu te rends compte quand même limite. qu'elle a fait que ça. Mais même Célestia, niveau interaction sociale, sans Luna, qui ose dire non à Célestia? Absolument personne. Et du coup ça fait qu'au final, elles ont peut-être pas pu nuire sur le plan des interactions sociales. Ouais, et c'est une dimension du personnage qui est quand même assez intéressante, je trouve. Parce que Célestia, elle est dans son devoir, elle est tout le temps en mode royal, etc. Et puis depuis qu'on a vu un épisode dans la saison 8, on avait un épisode consacré à Célestia qui s'amusait dans une pièce de théâtre. Mais voilà, ouais. On retrouve la Célestia qui veut s'amuser, sortir de tous ces polytextes, etc. Elle a envie de sortir, etc. Et c'est tellement compréhensible. Et d'un autre côté, t'as une Luna qui a envie de se reposer de tous ces enfers, de régler tous les rêves de tout le monde. En fait, c'est l'inverse de ce que veut Célestia, tu vois. Et c'est ça qui est tellement bien fait. Célestia, elle fait des choses ennuyeuses. Luna, elle fait des choses... elle va que dans des rêves, donc elle voit que des choses complètement folles et pas naturelles que tu verras jamais, genre des cauchemars, des rêves, voilà. C'est une dimension assez bizarre à vivre, tu vois, et à régler tous les problèmes de tous les rêves des poneys. Donc c'est assez fou comme jeu, je trouve. C'est assez balèze. Du coup, tout ce qu'elle a envie de faire, Luna, c'est se reposer à l'inverse de Célestia. C'est pour ça qu'il y a eu un conflit entre les deux. Et après, elles se sont concertées à la fin pour voir le lever du soleil, tout simplement. Ah oui. Ça s'est résumé à ça. Mais oui, c'était très bien fait parce que, les petits blagues derrière, genre... c'est pas facile d'être une petite sœur, c'est pas non plus facile d'être une grande sœur, voilà. Et puis ensuite on voit la lune et le soleil en même temps. Bon, c'est pas une surprise, toilette galère. On l'a vu dans la saison 4, bon, c'était pas fou non plus. Et je trouve ça super. On va voir les 1000 ans d'expérience. Dernière chose quand même. Est-ce que tu as vu en arrière-plan Capper? Oui. Oui, t'avais remarqué. Alors, est-ce que tu l'as remarqué en premier visionnage ou dans un tweet ou sur le réseau? Alors, je crois que je l'ai... En fait, j'ai regardé l'épisode avec un pote et je crois que c'est lui qui l'a remarqué. Moi, j'ai pas spécialement fait gaffe. Je crois que c'était ça. Ouais, parce qu'il y en a qui sont vraiment des bons quand même. Franchement. Ça ou moi je l'avais remarqué. Moi personnellement, je sais plus quel j'ai pas remarqué au premier visionnage et après je suis allé sur Derpy pour eux parce que j'adore comment la communauté elle réagit après un épisode. T'as plein de posts et du coup tu vois que des images de Capper en arrière-plan. Je me dis j'ai loupé ça. J'ai loupé un épisode. Mince. Bref, c'est voilà. Alors du coup ça rejoint un truc qui est hyper important vu que maintenant on voit que on peut voir un personnage du film dans la série concrètement. Est-ce qu'on va en avoir plus des personnages venant du film qui va dans la série? Alors, je pense à Tempest particulièrement. Je crois que alors là on va complètement sortir de l'univers. Hein. On va complètement passer dans le méta. Oui, là on sort de l'épisode 13, ça c'est sûr. Et on passera. On sort même de l'univers de MLP. On va se concentrer sur la série. En tant que production, en tant que réalisation, tout ça. Ouais. Le problème a jamais été de voir les personnages. C'est sûr. Le problème a toujours été de les entendre. Oui, c'est sûr, casting. Voilà. Parce que, typiquement, Emily Blunt, donc l'actrice qui fait Tempest Shadow, pour vous dire à quel point elle pèse, c'est l'actrice qui fait le nouveau Mary Poppins, qui est sorti il y a quelques mois. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, comme donc carrière. C'est une actrice, c'est une actrice qui a un petit peu de poids et qui du coup est un petit peu chère. Voilà, exactement. Voilà, c'est pour ça qu'ils se le gardent pour des gros trucs, pour les films qui sortent en cinéma et trucs comme ça. Pour Capers, je sais pas. Ouais. Mais
pour Tempest, c'est compliqué. Et puis de la généralement, dans la série. généralement, le casting dans le film de 2017, c'est quand même un gros budget parce que on découvre des acteurs qui sont quand même assez connus. Rien que Songbird Serenade qui est Sia en personne, tu vois. Oui. Donc oui, il y a ça aussi. ils ont mis le pâté, hein, ça c'est sûr. Est-ce que au moins on verra visuellement Tempest? Peut-être. Alors après, c'est possible qu'ils fassent péter le budget pour le final. C'est pas impossible, mais aussi, ouais. Vu qu'ils auront déjà beaucoup de choses à raconter dans le final, c'est pas nécessaire qu'on fasse revenir plein de gens. C'est sûr. Surtout que t'as tellement de personnages dans cette série que c'est compliqué d'oublier personne en fait dans une finale. Tu te rends compte quand même comment tu dois gérer tout ça? Oui, mais je pense pas qu'il y aura tout le monde dans le final. C'est sûr. Rien que tu penses au CMC dans le final de la saison 8, bon. Il y a pas eu un gros impact. À la fin, c'est les CMC qui sauvent le monde. Et là, tu regardes les parents de Scootaloo, et là, si jamais vous l'avez fait partir, on aurait fait comment? Voilà, tout ça pour se dire que ça dépend vraiment des gens t'as tellement de variétés, t'as tellement de gens qui veulent voir plus un personnage que d'autres que c'est difficile de faire plaisir à tout le monde dans un épisode important. Donc on verra ce que ça donne. À mon avis, dans le final, il y aura Grogar. Ah, ça c'est sûr. Il n'y aura pas de... c'est sûr que Grogar va jouer une part importante, ça c'est sûr. En vrai, ce serait très drôle qu'il n'y ait pas Grogar dans le final, justement. Genre qu'il se fasse battre avant par les trois autres. Par les trois autres, et puis c'est eux qui gèrent en fait au final. Bon, on va sortir de la partie des critiques des épisodes, et juste avant qu'on parte sur notre ressenti général de ce qui s'est passé dans cette première partie de saison, et de ce qui s'est passé dans la communauté, on va donner nos notes pour chaque épisode. Donc je te laisse commencer. Ok. On donne une note, bon, on donne tous les deux notre note pour chaque épisode.